Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de Web Presse qui reçoit des estimés confrères que vous connaissez déjà, qui sont des habitués de cette émission, donc vous connaissez leur intelligence, ils sont plus à présenter. Il s'agit de Désiré Bahiré et d'Ambroise Mamba de Congo Web Télévision. Ensemble, nous allons décortiquer deux grands thèmes, sortie des nouvelles coupures des billets de banque et 30 juin 1960, 30 juin 2012, 52 ans d'indépendance et risque de balkanisation de la République démocratique du Congo. Très heureuse de vous recevoir encore une fois de plus, mes très chers confrères. Merci. Alors, comme vous le savez, Web Presse est la tribune des journalistes, donc là vous avez le temps de bien comprendre l'information, de bien décortiquer les nouvelles qui nous sortent. Donc, comme vous le savez, mesdames et messieurs, dans quelques jours, on va sortir les nouvelles coupures de 2000, 5 000 et 10 000 francs congolais. Alors la première question que la population se pose, comme nous sommes porte-voix de la population, est-ce que Désiré Bahiré et Ambroise Mamba, est-ce qu'il n'y a pas risque d'inflation? Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les mêmes problèmes qu'on a eu en 1990 avec les millions, quand on est retombé dans les millions de Zaïre à l'époque? Bon, moi je veux dire que le risque existe toujours. Dans tout ce qu'on fait, il y a le risque qui existe. Ce qui compte, c'est comment éviter ces risques-là. Et aujourd'hui, je pense que selon les analyses de tous les économistes, ils sont quand même unanimes à reconnaître que le moment est indiqué vraiment pour sortir ces billets qui sont déjà fabriqués depuis plus de 5, 6 ou 7 ans déjà, qui sont déjà dans les coffres forts de la banque. Et on attendait d'abord la stabilisation du cadre macroéconomique et on se rend compte que depuis 3 ans, la monnaie est stable, on est entre 90... Mais c'est ça, la population se demande, elle est stable, alors pourquoi sortir de nouvelles coupures? Ça ne risque pas de déstabiliser? Non, parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a, quand on émet des billets à valeur faciale élevée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, les coûts de fabrication n'est pas des billets actuels. Par exemple, le coût de fabrication de 50 francs est le même coût de fabrication qu'un billet de 10 000 francs. Okay. Aujourd'hui, 50 francs, ça vaut peut-être un demi-dollar, peut-être, je ne sais pas, non, même pas. Parce qu'un dollar, nous sommes à 910. 0,0, je ne sais pas combien, alors qu'avec 10 000, un seul billet de 10 000, on a dépassé les 10 dollars. Okay. Donc, il y a aussi, donc le coût de fabrication doit quand même être en accord avec la valeur libératoire, comme on dit, de la monnaie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que on éviterait aussi d'avoir une masse monétaire assez au niveau des billets, par exemple. Si vous voulez acheter je ne sais pas, vous voulez aller au Bandundu, au Bas-Congo, acheter vos marchandises, vous devez vous munir de beaucoup de billets, alors qu'avec peu de billets qui ont une valeur faciale élevée, comme on dit, vous pouvez être en mesure d'avoir un petit stock, tout simplement, qui vous permet d'acheter beaucoup de choses à la fois. Maintenant, il y a plusieurs autres paramètres qui font qu'il y a la peur aujourd'hui au niveau de la population. Vous avez évoqué notamment ce qui s'est passé en 90. Ça, on ne peut pas... Avec les Mokomboso. Oui. On se rappelle, on était étudiants. On était encore étudiants et on avait besoin de ces billets-là parce que ça faisait quand même des... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le cadre macroéconomique est stable. Aujourd'hui, on a fait près de 3 ans avec le même taux. Alors qu'à l'époque, on avait un taux le matin et un autre le soir et on ne savait pas le lendemain ce que ça allait être. Donc, c'est là. D'autres paramètres, c'est qu'aujourd'hui, les pays, quand même, les finances sont également sous surveillance des institutions de Bretton Woods. Et à ce niveau-là aussi, ils sont tous d'accord que le moment est indiqué pour sortir ces billets. Il y a aussi un capital de confiance politique aussi qui existe en ce moment. En tout cas,
je ne dis pas la personne de Matata, mais en tout cas, le gouvernement actuel, il y a quand même un certain capital de confiance, contrairement en 90 où une personne pouvait appeler à la démonétisation de ces billets et tout le monde pouvait le suivre. Aujourd'hui, la situation politique n'est plus la même. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres qui indiquent qu'aujourd'hui, on peut sortir ces billets, ça peut marcher. Mais seulement, il faut, en tout cas, non seulement chasser la peur au niveau de la population, mais il faut des mesures d'encadrement au niveau de tous ces spéculateurs. Parce que c'est là où le problème peut venir. Parce qu'aujourd'hui, on a vu quand la TVA... Et on a commencé à payer la TVA. Tout le monde a dit que la TVA coûtait moins que l'ICA qu'on payait déjà. Mais tout d'un coup, on a vu que les prix ont augmenté. C'est parce qu'il y a eu des spéculateurs. Tous ces Indo-Pakistanais, tous ces commerçants ouest-africains, tout ça, il faut les surveiller. Il faut suspendre l'épée de Damoclès sur leur tête pour qu'ils ne puissent pas faire des spéculations. Ambroise Mamba, y a-t-il risque d'inflation? Vous pouvez rebondir ou contredire, Désiré Baïda? Non, je peux tout seulement ajouter sur ce qu'il a dit. Les risques, il y en a toujours, mais ça dépend de la manière dont on va mettre en circulation ces nouveaux billets, les mesures d'encadrement surtout. Mais je voudrais réagir ici, ou bien débuter mon propos par sa toute dernière phrase, son tout dernier mot. Il a dit il faut chasser la peur au niveau de la population. La peur au niveau de la population, c'est de voir peut-être les prix de biens de première nécessité sur le marché prendre de l'envol, ainsi de suite. C'est ça la crainte de la population. Mais comment chasser la peur au niveau de la population? Parce que quand on a voulu chasser la peur au sein de la population, en ce qui concerne la TVA, on a dit par exemple que c'était moins cher que l'ICA, mais on a vu le contraire. Et on peut aussi dire que non, nous avons maîtrisé les cadrages macroéconomiques et nous allons mettre en circulation ces nouvelles coupures à valeur faciale élevée. Il n'y aura pas de hausse de prix sur le marché, mais quand il y a des spéculations, par exemple, sur le marché, ça inquiète la population. Et là, la population n'a plus confiance, même si on peut lui donner toutes les garanties du monde, et n'aura peut-être pas confiance à l'autorité monétaire du pays dans les termes par rapport à tout ce à qui fait concerne la maîtrise concret pour que la population comprenne. Oui, les problèmes les plus importants aujourd'hui pour la population, c'est de voir effectivement ces billets être mis en circulation. Expliquez-nous un peu ces cadres macroéconomiques. C'est quoi pour que la population comprenne que les cadres macroéconomiques sont stables? C'est quoi un cadre? Désiré l'a expliqué en ce qui concerne Désiré, c'est pas spécialiste en questions économiques, mais tout ce que je sais que Désiré a semblé l'expliquer. Il a parlé par exemple du taux d'échange qui est stable. Il y a une certaine stabilité. On a remarqué qu'on est toujours à 92 par rapport au système économique que nous avions auparavant. C'était vraiment flottant, ainsi de suite. Mais actuellement, il y a une certaine stabilité. Mais ce que moi je veux attaquer ici, c'est la première raison qui a poussé l'autorité monétaire à pouvoir éjecter des nouvelles coupures sur le marché. Par exemple, on a dit on lutte contre la dollarisation du pays. Et je suis en train de me poser la question si quand on va lancer les billets de 10 000 francs congolais sur le marché, est-ce que c'est ce qui va faire que le marché ne soit pas dollarisé? Je ne pense pas, puisque les taux d'échange restent le même. $1 va coûter 92 francs comme par habitude, et ce qui veut dire que les gens vont toujours préférer avoir les dollars. Mais en ce qui concerne la lutte contre la dédollarisation, moi je pense que c'est au niveau peut-être de la production nationale. Quand on produit sur le plan national, là on redonne aux francs congolais sa valeur, et ça peut faire face aux devises étrangères. Mais par rapport à l'éjection des nouvelles coupures sur le marché, je ne pense pas que la raison soit valable. Et ici, d'ailleurs sur le plan politique, il y a, dans l'opinion, on estime par exemple que si on a voulu éjecter des nouvelles billets sur le marché, on veut financer les élections provinciales parce que la communauté internationale jusque-là ne s'est pas encore prononcée par rapport au financement de ces élections, et les gouvernements ont voulu éjecter. Donc ça, ce sont des choses qui se disent au niveau de l'opinion. C'est pas encore vérifié, c'est pas vrai. Il y a quand même une crainte. Cela semble peut-être pas fondé du tout, mais les gens ont peur qu'il y ait déjà des caisses, des malles de ces nouveaux billets dans les maisons de ces autorités. C'est vrai, est-ce que ça peut se faire? Bon, moi je ne peux pas dire oui ou non parce que je n'ai pas vu ça. Mais le problème qui est là, c'est que c'est très difficile. Ça s'est fait. Oui, à l'époque en 90, oui, c'est vrai. Il y avait eu déjà des malles et des malles d'argent avant que les billets ne sortent. Ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que c'est difficile. La situation n'est pas la même. Je pense que c'est difficile, tout est contrôlé, et que j'ai suivi encore, je crois que c'est le ministre du budget qui parlait il y a 2 jours ou il y a quelques jours, qui disait que ces billets-là, on va les retrouver dans les banques commerciales.
Donc, c'est même pas au niveau de la Banque centrale. Les gens n'auront pas ça en main ou ce sera des billets comme les $500 américains qui sont utilisés que dans les transactions bancaires? Non, il y a des billets comme ça. Hein. Par exemple, je crois que il y a des billets comme ça qui ne circulent qu'entre les banques. Je ne sais pas lesquels. Parce que, vous savez, il y a aussi un problème. Je pouvais peut-être ajouter ce que Ambroise était en train de dire pour chasser la peur. Je voulais revenir sur ça avant de continuer. Je crois qu'il faut une bonne communication. Une communication qui accompagne tous les processus. Et là, quand même, la Banque centrale a fait des efforts. On voit les comédiens qui sont en train d'expliquer. C'est déjà une très bonne chose. L'autre chose, c'est que il faudra que, au niveau par exemple, quand on va payer les salaires, par exemple, quand on va payer les salaires, bon, là, on dit que ça va sortir le 2 juillet. Est-ce qu'on va payer avec ça les salaires de juin ou on aura déjà payé les salaires de juin? On ne sait pas. Mais je pense qu'il ne faudra pas que des particuliers, comme vous venez de dire, soient en possession des billets sans aucune raison. Si ça se trouve dans les banques et que les gens sont payés au niveau des banques, je trouve que c'est tout à fait normal que les gens aient percevoir leur salaire au niveau des banques et tous ces billets-là. Et aussi, je pense que pour toujours chasser la peur, je crois que le gouvernement aussi nous a dit que les petites coupures ne vont pas disparaître. On va même... Les 50 francs, 100 francs, 200 francs, oui, ça ne va pas disparaître. On va même sortir des pièces. Parce que ça existe au niveau ici en Afrique, au niveau de la zone CEDEAO. D'ailleurs, vous trouvez les pièces qui fonctionnent, qui sont utilisées. C'est une très bonne chose. Et j'ai même vu au niveau d'un supermarché ici à Kinshasa, je ne vais pas citer les noms, qui met les prix. Par exemple, un truc qui coûte 1000 francs, il vous met 999 francs. Ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser les pièces. On sera obligé d'utiliser ces 1 franc là ou ces 10 francs là. Parce qu'il faut que les petites coupures circulent pour que, si on n'a que les grosses coupures, à ce moment-là, il y aura l'inflation, ça c'est clair. Ok. Je vais répondre à quelque chose qu'avait dit Baïré, qui m'a vraiment intéressé. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut s'élever et dire à la population de ne pas utiliser ces nouveaux billets de banque? Pourquoi demander cela à la population tant que en 1990, ça s'est fait. Effectivement, avec Étienne Tshisekedi à l'époque, on entend peut-être voir Étienne Tshisekedi dire un mot là-dessus pour peut-être... Alors, quelles sont les raisons qu'il va avancer? C'est la première question que moi je me pose. S'il y a quelqu'un qui peut se lever pour demander à la population, pour appeler à la non-consommation des nouvelles coupures, au boycott par exemple, je suis en train de me poser la question de savoir quelles pourraient être les raisons qu'il va avancer pour demander à la population de ne pas le faire. L'inflation, est-ce que les raisons vont tenir? Des billets de banque qui sont là, tout ça. Est-ce que les raisons vont tenir, ainsi de suite? Encore faudra-t-il qu'il puisse convaincre la population pour que cette population le suive. C'est ça la première question. Mais ici, je voudrais revenir par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la manière de mettre en circulation ces nouvelles coupures. Les gouverneurs de la Banque centrale, que j'ai suivi autrefois, a dit que ça va se faire de manière progressive. Donc, le total est de 20 milliards de francs congolais, mais qu'on va éjecter donc petit à petit, juillet, petit à petit. La première étape va concerner 9 milliards, quelque chose comme ça, et on va les mettre à la disposition des banques commerciales. Et je me rappelle qu'il y avait autrefois des opérations d'adjudication qu'avait initié la Banque centrale. C'était pour lutter contre... effectivement, il y avait le taux de change qui galopait, et il y avait moins de francs congolais par rapport au dollar. Alors, par rapport à ces réserves en devises étrangères, la Banque centrale avait initié ces opérations pour permettre aux banques commerciales de pouvoir avoir assez de devises étrangères pour permettre à la population, ou bien pour permettre à l'absorption de certaines masses monétaires en ce qui concerne les francs congolais. Mais c'est ce qui va effectivement se faire. Mais la crainte, c'est au niveau de ces petites coupures, 50 francs, 100 francs, 200 francs congolais. C'est une question que ma fille d'ailleurs m'a posée. Est-ce que maman, est-ce que ces billets vont disparaître? Effectivement, dont les billets sont en état défectueux, ils sont beaucoup déchiquetés pour l'instant. J'ai même suivi les blessés de guerre. Les blessés de guerre, qu'on les appelle communément, effectivement. Mais comment on va procéder? Est-ce que ça va disparaître du marché? Si ça disparaît, et ça va créer l'inflation, et il y aura hausse de prix sur le marché. Là, on sera obligé d'acheter un pain à 1000 francs, à 2000 francs, ainsi de suite. Et c'est là qu'effectivement, l'autorité monétaire doit savoir ce qu'elle fait. Mais elle a promis de transformer ces petites coupures en pièces métalliques. Je suis en train de me demander, ça va demander des années. Et pendant ces temps, comment ça va se faire? Il y a aussi un coût par rapport à ça. Et c'est là qu'on lui demande de pouvoir un peu éclaircir la population. Mais en ce qui concerne... les petites coupures, justement. Vous savez, la fois passée,
quand on a remarqué beaucoup de blessés de guerre sur le marché, on voulait même détruire ces billets, on voulait les détruire, mais on remarquait toujours que ça revenait sur le marché. Quand vous allez dans des entreprises publiques, on payait les gens avec. Ça dit qu'au niveau de la Banque centrale, on doit bien voir ces circuits pour voir si effectivement ça ne va pas revenir sur le marché. Oui, je voulais ajouter un exemple quand même par rapport à tout ce qu'on a comme peur sur l'inflation. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y aura une stabilité de consommation, ce qui ne va pas faire augmenter les prix. Je donne un exemple. Vous êtes payé, je dis ça comme ça, je ne connais pas votre salaire, on vous paye 10 000 francs par mois, par exemple. Donc, on vous paye avec 20 billets de 500 francs. C'est ça qui fait 10 000 francs. Avec vos 10 000 francs, vous payez votre loyer à 3 000 francs, vous payez l'eau et le courant à 1 000 francs. Mais aujourd'hui, si votre salaire reste le même, 10 000 francs, peut-être on va vous payer avec 2 billets de 5 000. Ou un seul billet carrément. Ou un seul billet. Mais la consommation reste la même. Vous n'allez pas changer la consommation. Vous n'allez pas chercher à payer une maison de 5 000 francs parce qu'on vous a payé avec un billet de 10 000 francs. Non, vous allez continuer à payer votre loyer de 3 000 francs. C'est vrai que les problèmes sur lesquels nous sommes en train d'insister, c'est qu'il y ait toujours des petites coupures qui continuent à circuler pour permettre l'échange, pour permettre la transaction. Et je pense que le gouvernement a annoncé qu'il y aura même de nouveaux billets de 50 et 100 francs qui vont être sur les marchés au même moment que les grosses coupures seront lancées. Voilà, donc mes très chers téléspectateurs, donc nous allons accueillir à bras ouverts ces nouveaux billets qui sortiront, je pense, le 2 juillet en cours. Nous prenons maintenant le deuxième sujet qui est 52 ans d'indépendance, risque de balkanisation de la République démocratique du Congo, mythe ou réalité? On se pose la question. Alors la première question, Baïré, d'ici quelques jours, on va fêter les 52 ans d'indépendance et la situation à l'Est. Comme vous le savez, c'est assez. Il y a la guerre, il y a des tensions à l'Est. Ça fait plus ou moins 15 ans qu'il y a toujours des tensions à l'Est. Et la population se pose la question, est-ce que la RDC, aujourd'hui, risque-t-elle de se balkaniser? Y a-t-il risque de séparation à l'Est de la République? Bon, étant aussi originaire de l'Est du pays, je ne suis pas sûr que cela peut arriver. Et cela tient du fait que la population... Il y a eu le Mali aujourd'hui. Mali, c'est une partition de fait, mais le Soudan, c'est officiel. Oui, bien sûr, mais nous avons eu aussi 98 avec les RCD, avec les MLC, avec toute la constellation des Maï Maï et tout ça, mais on est toujours revenu à l'unité du pays. Je pense que, et d'ailleurs, l'unité du pays, il faut le dire, c'est peut-être un paradoxe, tient à cause justement de cette population de l'Est du pays. Parce que si cette population avait accepté aujourd'hui de se retirer du reste du Congo, où il y aurait déjà eu la balkanisation. Mais cette population tient à ce qu'elle reste dans un Congo uni comme en 1960, comme en 1885. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas sûr que cela peut arriver. Maintenant, le problème qui est là, c'est que ceux qui veulent qu'il y ait cette balkanisation vont continuer à utiliser toutes leurs armes, entre guillemets, tout ce qu'ils ont comme moyens, comme possibilité, pour pouvoir amener ces pays-là. Mais qui a intérêt à ce que notre pays se divise? Oh, il y a plusieurs intérêts. Hein. Il y a plusieurs intérêts sur le plan politique, économique. On dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'espace. Nous en avons beaucoup. On dit que voilà, il y a trop de richesses, le pays est trop grand. Tout ça, on a entendu. Mais le peuple congolais ne veut pas de cette balkanisation. Maintenant, nous sommes dans une situation de guerre. Et là, c'est de la responsabilité totale du gouvernement. Moi, j'ai essayé de réfléchir personnellement. Je me dis, il faut 4 pistes de solutions sur lesquelles nous pouvons réfléchir et essayer comment dirais-je, nous pouvons essayer de donner tout le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là à travers ces 4 pistes de solutions. La première piste, elle est purement militaire. Parce que c'est la guerre, c'est-à-dire ce sont les militaires qui se battent. Et les frontières nationales sont défendues par les militaires. Donc il faut doter les militaires des moyens qu'il faut. Il faut réorganiser l'armée. Il faut mettre des commandants nationalistes patriotes. Pas ceux-là qui sont allés pour combattre les mutins et qui... Il y a trop de défections, on en parlera. Voilà, ça, il faut d'abord donner à l'armée des moyens qu'il faut pour qu'elle puisse finir cette guerre sur le plan militaire. Mais sur le plan militaire, ça ne suffit pas. Il faut aussi sur le plan diplomatique. C'est la deuxième piste. C'est-à-dire, il faut en ce moment une diplomatie offensive. Et agissante.
Parce que les ennemis sont en train également de mettre toutes leurs batteries en marche pour réussir sur le plan diplomatique. Et nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de réussir. Pendant que nous, on est en train de signer des accords avec eux, et ils sont à New York, ils sont à l'OIA, ils sont par-ci, par-là, et ils sont en train de réussir, et nous, on est toujours pris des coups. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, il faut aussi mettre des diplomates chevronnés. Pour cette période, il faut des hommes à la place qu'il faut. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Troisième piste, c'est la communication. Il faut une communication agressive. On n'a pas le choix. Nous sommes pendant la guerre. Il faut agresser l'ennemi par une communication, par des gens qu'il faut également. On ne peut pas se lever un matin, commencer à dire non. La communication agressive, ce n'est pas des insultes envers l'ennemi. Non, ce n'est pas minimiser l'ennemi. Ce n'est pas ce que les Kinois appellent tutoyer l'ennemi. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de s'asseoir. Qu'est-ce que l'autre a dit? Moi, Qu'est-ce que nous pouvons dire pour casser ce qu'il a dit? C'est le moment où il faut s'asseoir. Et il faut une unité, il faut une union de tous les médias en ce moment précis. Parce que c'est un problème de nationalisme maintenant. C'est un problème du pays, c'est un problème de notre pays. Et tous, nous devons nous liguer comme un seul homme pour commun. Et la dernière piste, moi j'ai dit, c'est un dialogue entre communautés locales. Du Kivu ou... Du Kivu. Ok. Du Grand Kivu en général. Du Grand Kivu au niveau c'est-à-dire les communautés locales sur place, mais également les leaders sociaux qui sont à Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de connexions. Les gens qui sont à Kinshasa, ils sont en train de téléguider ceux qui sont là-bas. Donc il faut que les gens s'asseyent et se disent la vérité. Toi, tu as telle milice, toi, tu as ceci, toi, tu as cela. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne peut pas mettre fin à cela? C'est-à-dire, il faut que les gens s'asseyent et continuent à discuter. Malheureusement, quand les gens discutent dans notre pays, c'est pour avoir des postes, pour un nouveau gouvernement, pour ceci, cela. Et malheureusement, c'est un éternel recommencement. Ambroise Mamba, balkanisation de ce pays d'ici là? Non, mais je pense que c'est un plan diabolique qui a existé depuis très longtemps, mais qui ne fait qu'échouer. Et il continuera à échouer jusqu'à ce que Jésus revienne dans ce monde. Du Congo ne se divisera jamais. Parce que Dieu aime ce pays. Parce Dieu que Dieu aime le pays. Dieu aime la RDC. Comme il a choisi Israël, et Dieu aussi aime la RDC et ce pays ne sera jamais balkanisé. C'est un plan diabolique qui est déjà déjoué. Mais le plus important ici, vous avez parlé de l'indépendance de la RDC, 52 ans actuellement. Je suis en train de me poser la question. Vous savez, dernièrement, le gouvernement congolais a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne le soutien du Rwanda au mouvement rebelle. Au mutin. Et la RDC a demandé, parmi ces recommandations, j'en ai noté 3, elle demande qu'on réaffirme l'intangibilité des frontières de la RDC, qu'on réaffirme la souveraineté de la RDC, l'indépendance, ainsi de suite. Et c'est cette indépendance qu'on va célébrer ce samedi, ce 30 juin, donc 52 ans depuis. Et ici, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse la commémorer avec faste, qu'on puisse la commémorer peut-être par méditation pour donner un signal fort à l'Organisation des Nations Unies par rapport à ces soutiens du Rwanda en faveur des mutins, pour dire effectivement nous sommes solidaires de nos compatriotes qui sont toujours tout le temps meurtris à l'Est, et par rapport à cette solidarité, nous voudrons voir l'Organisation des Nations Unies, dont le Rwanda, et nous sommes tous membres, qu'il y ait quand même des signaux qu'on puisse quand même mettre fin à ces soutiens extérieurs. Et à ces moments-là, je pense que ça ne va servir à rien de pouvoir fêter avec faste cette fête. En quoi elle est faite si on est toujours tout le temps agressé? En quoi on est indépendant si sur le plan politique il y a toujours des interférences? Et quelque part nos gouvernants doivent donner quand même des signaux forts. Et c'est là qu'effectivement le président de la République, mon président, moi je suis congolais, je réfléchis à haute voix, mon président de la République Joseph Kabila doit aussi sortir de son silence pour dire quand même quelque chose, parce que aujourd'hui, c'est établi noir sur blanc que nous sommes agressés. On parle d'agression, on parle du soutien du Rwanda. Donc, quand les Rwandais soutiennent une mutinerie, c'est que ça veut dire que c'est une agression. Alors, c'est établi noir sur blanc que nous sommes agressés. Mon président de la République, Joseph Kabila, doit sortir de son silence pour dire quelque chose. Parce que notre voisin ne fait que parler jusque-là. Il a parlé. Kagame il n'est pas par quatre chemins. Quand Kagame veut chercher Kinshasa, il n'est pas par quatre chemins. Voilà. Il a pris beaucoup de positions en moins de mois.
mois, Kagame a dit la première fois, il a accusé les FARDC de se coaliser au FDLR. Il a accusé Kinshasa de préparer un coup d'État contre le régime de Kigali à partir de Goma, ainsi de suite. Et maintenant, il dit avoir seulement un problème avec... il est seulement préoccupé par la présence des FDLR sur les territoires congolais. Or, les FDLR, depuis une décennie, n'ont jamais attaqué Kigali à partir de Kinshasa. Donc vous sentez que c'est un bon prétexte pour Paul Kagame de pouvoir agresser les RDC et pouvoir piller les sur le plan médiatique, ça passe. Alors, effectivement, sur le plan médiatique, ça passe. C'est là qu'effectivement, notre diplomatie doit agir. On doit avoir une diplomatie agissante pour qu'effectivement, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, qu'il y ait quelque chose pour que... En tout cas, on en a marre. On en a marre de cette agression. Il faudra qu'effectivement, nos dirigeants cessent un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, bassesse, ce qu'on peut appeler, entre guillemets... c'est pas moi, distraction, qu'on cesse un peu de mettre de côté la distraction, qu'il y ait quand même des gens qui travaillent cette fois-ci, qui peuvent dire aux gens non, et c'est là où vous dites, vous savez que les problèmes de l'intégrité territoriale, c'est une valeur qui doit fédérer et l'opposition et la majorité aujourd'hui. Mais je suis désolé de constater que dernièrement, hormis la messe qui a eu lieu, mais l'opposition voulait manifester publiquement pour solidariser aux compatriotes de l'Est, mais cette manifestation a été carrément interdite. Et ça mange pas aimer, parce qu'il faut qu'on puisse être unis, la majorité et l'opposition, qu'il y ait une valeur qui nous fédère. Et cette valeur, c'est l'intégrité territoriale. Et quand il y a des gens qui peut blaguer comme ça avec les affaires de l'État, moi je pense que ça peut être en quelque sorte une trahison. Mouzé Laurent Désiré Kabila a dit ne jamais trahir les Congo. Et quand on prend la décision de ne pas trahir les Congo, il faut qu'on soit soudés. Je vais rebondir sur les propos du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Lui, elle parle. Elle fait ses conférences de presse, elle tient ses conférences de presse. Donc le ministre des Affaires étrangères craint qu'il y ait encore un génocide au Rwanda, parce qu'il paraît qu'il y a des médias au Congo qui lancent des fatwas contre la population Tutsi. Et donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo, où les Congolais paraissent comme des attaquants, c'est plus nous les coupables ou les victimes, mais c'est eux. Donc le message là est en train de passer sur le plan international que dans pas très longtemps, il y aura encore génocide au Rwanda. Alors moi je me demande, que fait la diplomatie congolaise actuellement? Quelle est la réponse? Ou que pourrait être la réponse de la RDC face à ces attaques-là ou face à ces propos-là, qui nous semblent vraiment assez forts quand même? Oui. Évidemment, on comprendra que Michikwabo, je ne sais pas son nom, est en train de pratiquer la politique de son pays. Donc, quelle est la politique de notre pays diplomatiquement face à tout ça? Oui, mais notre silence nous tue quand même. Je disais tout à l'heure, la guerre, elle est militaire, elle est diplomatique, elle est aussi au niveau de la communication. Aujourd'hui, je pense que les Rwandais, ils ne s'asseyent pas, hein, ils ne dorment pas. Hein. Ils sont en train de voir ce qui se passe et ils sont en train de préparer aussi comment préparer l'opinion, surtout internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis les génocides, les Occidentaux, la communauté internationale, une certaine sympathie envers le Rwanda, et les Rwandais en profitent. Aujourd'hui, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une affaire nationale. On doit se comporter comme une équipe nationale où tout le monde est soudé et tout le monde va sur tous les plans. Une question assez brusque, où est notre ministre des Affaires étrangères actuellement? Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne l'a pas entendu parler. J'ai apprécié ce qu'il a fait au niveau du Conseil de sécurité. Il a écrit, j'ai apprécié. J'ai suivi l'ambassadeur Ileka. Il est intervenu quand même pour dire que les États-Unis étaient en train de bloquer l'apparition des annexes du rapport. C'est apparu pas encore, parce qu'on attendait à ce que... Oui, je crois après le passage du ministre des Affaires étrangères rwandais qui devait donner des réponses, on devait publier. On n'a pas publié, donc. Non, on n'a pas publié. C'est ça le problème. Au niveau de la communication, on n'est pas au moment de faire du vuvuzela aujourd'hui. Je m'excuse. Ce n'est plus le moment du vuvuzela. Il faut une communication réfléchie. Pourquoi on ne prend pas ces annexes-là et on les publie dans notre presse ici? Mais les autres utilisent des fuites. Des fuites, ça existe comment? C'est parce qu'il y a un gouvernement organisé. Donc le ministre des Affaires étrangères a tout simplement réagi face à notre... Mais ces annexes-là existent. Si on doute qu'on puisse bloquer leur publication, la moindre des choses, c'est de les publier par une fuite. Qui saura que toi, journaliste, tu as eu, qui viendra t'interroger ici? Les journalistes, c'est quand même libre de publier les rapports de la MONUSCO. Mais ça a été publié, c'était l'agence Reuters, si je ne me trompe pas, qui a diffusé, qui a publié.
Et vous savez, ces histoires de fuite, on les connaît quand même, comment ça s'organise. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, nous restons dans une situation, on est là des éternels pleureurs, on est là pour pleurer, pleurnicher, mais on n'avance pas. Depuis que la ministre rwandaise a parlé à New York, qui a parlé ici chez nous? Personne n'a parlé. Alors, on va rester comme ça, comme s'il n'y a pas de gens qui sont capables de tenir une communication, de pouvoir... Peut-être parce qu'on a signé des accords et on respecte, mais c'est eux. Mais est-ce que c'est toujours nous qui devons respecter ces accords-là? Quand on viole les accords, on doit dénoncer, justement. On doit dire que voilà, on s'est entendu comme ça, mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Donc, il faut quand même que les gens s'asseyent et réfléchissent sur ce qu'ils doivent faire, au lieu de passer du temps dans des bureaux climatisés et on ne voit pas de résultats. C'est le moment d'une communication réfléchie, planifiée, agressive et capable de détruire tout ce que dit l'ennemi. Sur le plan communication, je le dis parce que nous, on n'a fait que ça. Comme étude, alors, on ne fait que ça. Donc, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda nous a damé le pion encore. Il a eu un pas devant nous. Encore, mais c'est ça le problème. Vous savez que lorsque la ministre rwandaise des Affaires étrangères est arrivée à Kinshasa, après le communiqué final, lors d'une interview, le ministre congolais des Affaires étrangères a dit « Nous nous sommes dit des choses mais il n'a pas dit de quoi il s'agissait. Nous nous sommes dit des choses et c'est resté secret entre eux seulement. Mais quand la ministre rwandaise parle, elle dit ce qu'elle pense. Elle estime par exemple que les médias congolais lancent des fatwas sur les peuples tutsis. Et vous savez, à mon avis, c'est une ruse tout simplement. Ils sont tellement rusés les Rwandais que ils veulent jouer à la victime, attendrir la communauté internationale. Effectivement, quelque part. Vous savez, c'est toujours un argument qui a toujours prévalu au Rwanda, une certaine considération de la part de la communauté internationale, puisque les Tutsis sont minoritaires, ainsi de suite. Il faut qu'on puisse les soutenir. Et quand ils savent que c'est ça leur point fort, ils accusent maintenant les médias congolais de lancer une certaine fatwa sur les peuples Tutsis pour envisager qu'il y aurait encore prochainement des génocides. Et ça, c'est pour peut-être changer la carte. C'est là qu'il faut qu'il y ait une réponse quand même assez importante de la part... Et assez rapide. Assez rapide de la part du gouvernement congolais pour dire effectivement, pour faire voir à la face du monde que ça c'est une ruse tout simplement. Les Rwandais comprennent qu'effectivement, il est attrapé, mais dans les sacs du soutien qu'il apporte aux mutins, les annexes des rapports, on en a parlé. Les annexes du rapport dont on bloque la publication jusque-là, mais ça montre noir sur blanc qu'il y a des officiers rwandais qui sont même cités dans ce rapport, mais qui soutiennent les mutins. Et c'est là qu'effectivement le gouvernement congolais ne peut pas rester dans c'est pas moi, dans ce profil bas pour dire que nous nous sommes dit des choses sans qu'on ne sente pas. Et vous savez, nous journalistes, nous sommes l'œil et l'oreille de la population. Dans la population, on estime par exemple que les gouverneurs congolais sont des connivences avec les gouverneurs rwandais, par exemple. Parce que quand on ne vous entend pas dire quelque chose de bon, et quelque part, on risque de vous accuser d'être des mèches avec ceux qui vous agressent. Ou bien vous faites quelque chose ensemble pour pouvoir vous enrichir, ou bien effectivement vous défendez la patrie, ou vous trahissez la patrie. C'est ça le problème le plus important que le gouvernement doit prendre au sérieux, pourvu qu'il fasse voir aux Congolais qu'il est là pour gérer, défendre la patrie et non la trahir. Alors, une deuxième question, ça vient à Désiré Baéré. La communauté Tutsi, pourquoi on doit toujours dire Tutsi congolais? Pourquoi on ne dit pas Yansi congolais, on ne dit pas Moulouba congolais? Pourquoi on doit toujours préciser Tutsi congolais? Oui, mais c'est parce que ça se vend bien sur le plan international. Et justement parce que nous, on en fait, quel est le véritable nom de cette tribu-là? Sont-ils des Banyamulenge, des Tutsi congolais, les Mignards? Dites-nous aujourd'hui en si vous avez une réponse, quel est le véritable nom de cette tribu? Tutsi congolais, Munyamulenge ou Munyamuranda? On ne sait pas. À l'époque, c'était le Munyamuranda. Les rwandophones. Les rwandophones, population d'appellation rwandophone. Quelle est le véritable tribu de ces gens-là? Non, mais on entretient cet imbroglio justement pour pouvoir passer le message, pour pouvoir se vendre. Aujourd'hui, ça se vend tellement bien qu'il faut l'utiliser. Malheureusement, Tutsi congolais? Tout ça, Tutsi congolais, rwandophone, Banyamulenge ou quoi, bon, c'est difficile d'expliquer ces choses-là. Mais tout ce que moi je comprends, c'est que aujourd'hui, ça se vend très bien. Et donc, on l'utilise pour bien passer les messages et pour gagner sur le plan politique, sur le plan diplomatique, s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Mais, ce que je disais tout à l'heure, les autres sont en train de vous agresser. Prenez aussi des dispositions pour pouvoir riposter. C'est ça le problème. Le Congo est entouré de 9 pays.
Mais on n'a jamais dit Bazombo congolais, Bazombo angolais. On n'a jamais dit les Bahavu, je ne sais pas, congolais, Bahavu congolais. On ne sait pas, ou rwandais, congolais. On n'a jamais dit les gens de Brazza ici, Bateke, du Congo, Bateke du RDC. Mais on n'a jamais eu les Bangala, Ngwandi congolais, Ngwandi centrafricain. On n'a jamais dit ça. Et pourtant, les populations qui sont frontalières, on retrouve parfois même la même famille. C'est-à-dire l'aîné dans un pays et les cadets dans l'autre pays. Ils sont de la même famille. Mais aujourd'hui, le problème ne devait pas se poser en ces termes-là. Moi, je me rappelle, j'avais effectué une mission après Luozi, là-bas, à la frontière avec les Congo-Brazza. Mais c'était justement au moment où le nouveau franc congolais était sorti. Nous sommes allés avec ça. Mais la population a refusé de consommer parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Là-bas, on consommait le franc CFA. Le matin, les enfants allaient étudier au Congo-Brazza et les gens du Congo-Brazza venaient faire leur marché chez nous. Donc, le problème ne s'est jamais posé. Mais pourquoi le problème se pose seulement de ce côté-là? C'est parce que nous aussi, nous ne savons pas comment répondre à ceux qui provoquent, à ceux qui créent toute cette situation-là confuse pour bloquer le développement du pays, pour bloquer la machine qui est déjà mise en marche, pour pouvoir redécoller, pour pouvoir donner de la joie à ce peuple congolais qui a souffert depuis des années, et on ne veut pas du développement du Congo. Et c'est comme ça qu'on est en train de créer peut-être, je vais donner la parole tout à l'heure à Ambroise, vous êtes originaire de l'Est, Désiré Baïré. J'aimerais bien savoir, y a-t-il déjà eu guerre entre tribus? Est-ce que vous vivez en paix pour qu'aujourd'hui on dise qu'il y a tout le temps des tensions? Est-ce que l'Est de la RDC, ou le Grand Kivu aujourd'hui, est-il aujourd'hui le ventre mou de la RDC? Non, ces choses-là n'ont pas existé il y a des années. Ces choses ont existé il y a quelques années seulement. C'est-à-dire, à l'époque, on ne savait même pas dire telle et de telle tribu, telle autre tribu. Ça n'existait pas, ça. C'est-à-dire, c'est des choses qui ont été créées justement après les années 90. Et puis, c'était justement dans l'intention de pouvoir balkaniser le pays tel qu'on l'a commencé au début de cette émission. Donc, aujourd'hui, on a créé... C'est pour ça que je dis la balkanisation ne va pas réussir parce que le peuple sait quelque part qu'on est en train de les tromper. Parce que imaginez, toi et moi, Paulette, vous vous rappelez très bien, on a étudié ici, à l'ISTI, avec des Rwandais, avec des Burundais, mais aussi avec des compatriotes du Nord et du Sud Kivu qui ont étudié avec nous et qui tout d'un coup, en 96, sont partis de l'autre côté et ils sont venus avec, je ne sais pas, 98, ils sont partis, ils sont revenus, on les a retrouvés de l'autre côté, voilà, ils étaient là. Alors qu'on a grandi avec eux, on a étudié avec eux ici. Et c'est ça le problème. Et qu'est-ce que nous prenons comme disposition pour pouvoir contrecarrer toutes ces actions-là qui sont en train justement de chercher à nous déstabiliser? C'est là le problème. Parce que les autres, ils sont en train de faire, ils ont leurs intérêts dans ce qu'ils font. Est-ce que nous, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir sans être tribaliste, mais on peut peut-être décortiquer la RDC pour essayer de comprendre. Est-ce qu'au Kassai, il y a des problèmes frontaliers comme ça avec des tribus entre pays? Bon, je ne pense pas, Le problème de la frontière congolo-rwandaise, c'est le problème des versoirs, hein. Des versoirs, parce que le Rwanda, un petit pays, mais avec une forte densité de la population. Et des fortes visées expansionnistes. Effectivement. Il a déversé une partie de sa population lors même de ces problèmes qu'il a connus, génocide, 94, ainsi de suite, vers le Congo, et qui a fait que le président Mobutu puisse leur accorder une certaine nationalité congolaise. Sous pression d'ailleurs. Donc, il y a effectivement des Tutsis congolais d'origine rwandaise. Effectivement, des Congolais d'origine rwandaise. Mais les problèmes ne se posent pas en ces termes. Les problèmes, ce sont ceux qui veulent en faire un fonds de commerce. Et justement, Désiré l'a démontré. La RDC est entourée par beaucoup de pays, 9 pays. Mais on n'a pas connu ces problèmes par rapport à d'autres pays, comme on les connaît actuellement avec le Rwanda. Il faut pas se mâcher les mots. On est en guerre de communication. Comment savoir, comment connaître la loyauté de ces Tutsis congolais vis-à-vis de notre pays, la République démocratique du Congo? Oui, c'est la grande question. La loyauté, c'est ça la grande question. Mais le problème, c'est, vous savez, bon, le problème est d'abord militaire. Ce sont les groupes armés qui se battent. On a parlé du CNDP, M23 aujourd'hui, et le CNDP qui était constitué par des militaires
essentiellement rwandais, de Congolais d'origine rwandaise, ce qui fait que même la société civile qui a dénoncé les défections au sein de l'armée congolaise, la société civile parle des 167 éléments qui ont fait défection, mais qui sont ex-CNDP, donc des Rwandais. Donc, quelque part, la loyauté pose problème. Alors, est-ce qu'ils sont loyaux vis-à-vis de la RDC ou vis-à-vis de leur tribu, du Rwanda? Non, vis-à-vis peut-être de leur tribu. C'est ça la question. Vous savez que le problème de l'Est, en 2004, nous avions Jules Mutebousi qui avait bravé le gouvernement congolais. En 2008, Laurent Nkunda qui a bravé le gouvernement congolais. 2012, Bosco Tanganda, tous trois qui sont des Rwandais. Et c'est ça qui fait que on puisse se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont des liaisons avec les gouvernements de Kigali pour comprendre que non, nous voulons maintenant entreprendre telle action. Comme ça, vous allez faire votre incursion, peut-être pour pour piller les ressources. Le problème, c'est ça le niveau, puisqu'on convoite les richesses de la RDC. On utilise la présence de FDLR comme prétexte et on veut utiliser les Rwandais qui sont ici, qui sont intégrés au sein des FARDC pour s'aimer les désordres. Ils sont instrumentalisés, peut-être. Non, ils doivent le savoir. Ils savent ce qu'ils font. Hein. En tout cas, c'est pas des bêtes. Hein. Non, pas du tout. Le problème, c'est que moi, pour répondre à la question que vous avez posée, j'ai parlé de 4 pistes. La dernière piste, j'ai parlé d'un dialogue entre communautés, mais aussi avec les leaders sociaux qui sont ici. Mais la société civile qui vous dénonce à chaque fois, c'est Mais il y a des leaders qui sont ici. Il y a 2 jours, un député, pour ne pas les citer, Zakari Bababasso, est passé à la télévision et il a même cité des noms. C'est quand même un député, il ne peut pas parler comme ça pour rien. C'est-à-dire il y a des leaders qui sont ici, qui ne se sont jamais prononcés face à cette situation. Il faut qu'ils nous le disent. Pourquoi ils ne disent rien? Qui ne dit mot consent, c'est ce qu'on dit en français. Est-ce que c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe là-bas? Pourquoi personne n'a pris la parole pour désavouer ce qui se passe là-bas? Surtout qu'on connaît qu'ils sont ensemble. Donc là se trouve le problème sérieux. Il faut qu'il y ait un dialogue franc, vrai, sincère, excusez-moi, avec ces leaders. Désiré, il y a déjà eu un dialogue comme ça à Goma, il n'y a pas longtemps, avec, on se rappelle quand même, il y a eu des dialogues à Goma. Bien sûr. Sous Vital Kamerhe, je crois qu'il avait géré, il était là. Ouais, c'est d'ailleurs c'est ça qui a produit le M23. C'est ça qui a produit le M23, les accords de 2009, du 23 mars 2009. C'était avec Bosco Tanganda qui a bousculé Laurent Nkunda qui a pris la tête du CNDP et puis il a signé la paix avec la RDC. C'est après ces accords, après ces dialogues. Oui, justement, mais il faut justement que ces leaders-là puissent nous expliquer aujourd'hui. Ils ont également participé à la signature des accords en 2009. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché? Mais quels sont les contenus de ces accords? C'est peut-être là le problème. La population ne sait toujours pas. Aussi des accords, mais on ne sait pas toujours. Est-ce que les accords sont toujours secrets? On ne sait pas. Non, ça, ce n'était pas secret. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est sur le plan militaire. On a demandé, enfin, parmi leurs revendications, il y en a beaucoup, ils disent, voilà, la promotion au sein de l'armée, des trucs comme ça. Mais pourquoi eux doivent toujours être des commandants et des bataillons qui doivent fonctionner que dans cette partie de la République? Pourquoi un ancien du CNDP ou un ancien de Nkunda ne peut pas être commandant des bataillons à Kindu ou à Matadi ou à Lissala? Pourquoi pas? C'est là où se trouve le problème. Et quand on dit que on est militaire congolais, on fait une mutinerie. Mais il y a la justice congolaise aussi qui existe. Et ces mutins-là, ils ont quel armement pour tenir pendant des mois? C'est déjà plus de 2 mois aujourd'hui. 2 mois. Donc, moi, je pense que le dialogue-là est très important pour que les gens se disent la vérité et publiquement. Cette fois-ci, pas de huis clos. Je vais arriver au dialogue. Je voudrais d'abord commencer ici par rapport aux accords qui ont été signés avec le CNDP en 2009. Le CNDP, aujourd'hui, le M23 qui... Le CNDP dissous, ça existe encore? Ça existe, non, le CNDP? L'ex-CNDP, vous savez, c'est un mouvement militaire qui s'est mué en parti politique, qui a gardé la branche armée à travers un mixage. Alors... Le problème ici, c'est qu'ils ont préféré mentir à la population par rapport aux accords qui ne seraient pas respectés par le gouvernement congolais. Mais pourtant, le gouvernement dit qu'il a respecté ces accords. Les accords, c'était l'intégration au sein des institutions, ainsi de suite. Et c'est pas pour rien qu'ils se sont même mis en parti politique. Ils ont intégré la majorité présidentielle. Il y a même un ministre provincial. Donc là, c'était un faux fouillant. Mais par rapport au dialogue, il faut qu'effectivement les leaders parlent. Leader, moi, je vois qui, par exemple, je peux citer de manière curieuse un peu Vital Kamerhe. Vous savez, Vital Kamerhe, autrefois,
quand il était président de l'Assemblée nationale, parce que vous l'avez cité, qu'il avait géré les négociations de 2009. C'est là que je dis que, vous savez, quand il a dit quelque chose par rapport à l'entrée des troupes rwandaises pour traquer l'FDLR, ça lui a coûté son fauteuil de l'Assemblée nationale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on semble lui donner raison, parce que même l'entrée des troupes rwandaises en RDC n'a pas résolu la question. Puisque les Rwandais est toujours inquiété de la présence des FDLR qu'il a prétendu traquer à cette époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe ne dit rien. Alors, je ne comprends pas sa position. S'il ne dit rien, est-ce que c'est parce qu'il est en train de se battre pour avoir le poste de porte-parole de l'opposition? Il veut séduire la majorité ou l'amadouer pour qu'on dise non, peut-être qu'il sera avec nous, il ne veut pas parler. Alors, c'est ce qu'on est en train de me demander, mais quelque part, il faut qu'il y ait ce dialogue. Mais l'unité nationale sur laquelle Mobutu a travaillé pendant plusieurs années, c'est cette unité qui nous sauve du plan diabolique de balkanisation du pays. Voilà, ce sont les derniers mots de nos confrères. Cette unité nationale nous sauvera et nous sauve de cette balkanisation qui est préparée dans les officines obscures. On ne sait pas d'où. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce web presse d'aujourd'hui qui a été quand même centré sur cette 52 ans de l'indépendance de notre pays, avec une épée de Damoclès sur notre tête, risque de balkanisation ou pas. Mais je crois que, comme l'a si bien dit nos confrères, la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Alors, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec d'autres confrères pour toujours vous permettre de mieux comprendre l'actualité. Merci à toute l'équipe technique et merci à Gilbert Biladi pour la coordination et son soutien pour cette émission. Au revoir. Au revoir.